Eh bien, bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Non d'un pipeline. On va encore parler de CI/CD aujourd'hui, avec notre nouvel invité Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Julien, merci Eh de m'avoir bien, invité. je suis ravi de t'avoir. Écoute, on ne se connaît pas encore beaucoup, on a un petit peu discuté avant, rapidement et tout, mais c'est vrai que des fois je connais les gens depuis, plus longtemps et toi non, tout nouveau. Je suis content de justement, de te connaître et peut-être on va commencer par ça. Est-ce que tu veux te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu as fait dans la vie? Effectivement, donc moi j'ai fait un parcours, assez classique, d'école d'ingénieur, les mines de Douai à l'époque, il y a une vingtaine d'années et puis, ça faisait, très longtemps que je voulais, être développeur. Ça faisait 10 ans que je codais, chez moi et donc après, j'ai fait un certain nombre d'éditeurs. Enfin, je n'ai fait que des éditeurs de logiciels, toujours dans un contexte, plutôt, business, enfin B2B. Donc, dans les RH, dans la gestion, des achats, ce genre de choses. Et puis j'ai progressé, au bout d'une dizaine d'années, je suis passé sur la partie management et là, ça m'a permis, je suis notamment rentré chez Talonsoft, qui est une société qui a été, intégrée, au sein de Cegid il y a quelques années. Et après j'ai fait un projet, très intéressant au sein de Cegidim, il y a maintenant, un peu moins de 8 ans et sur lequel j'ai rencontré, mon co-auteur, enfin celui qui est devenu mon co-auteur il y a 2-3 ans, Sylvain Assemat, et qui m'a rejoint d'ailleurs en tant que, CPO, au sein de ma société actuelle. Et là actuellement donc, je suis CTO depuis, 2 ans, je suis dans la société depuis 5 ans et je m'occupe des équipes en fait, R&D et des équipes, infra, pour, notre soft, enfin l'ensemble de nos solutions qui tournent, sur du SaaS. Voilà, Trop bien. Tu as dit brièvement. co-auteur, du coup, tu es auteur? Ouais, oui, tout à fait, ouais, c'était un sujet qui était, qu'on a voulu, traiter en fait, un peu à l'arrivée avant la quand je suis arrivé dans ma société, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses techniques qui étaient pas toujours bien, expliquées aux CEO, que j'avais du mal en fait à présenter en profondeur avec des schémas, de bien comprendre le pourquoi chaque, élément était logiquement relié au précédent. Voilà, bon des trucs un peu, comme, je donne souvent cet exemple-là, mais pourquoi mettre du chaos engineering? C'est vrai que c'est quelqu'un qui est CEO, et qui connaît pas forcément la technique, il comprend pas forcément l'enchaînement de ce que ça permet de faire ou de ce que ça permet de ne pas faire. OK. Et donc en fait, on avait fait tout un diagramme et puis ça s'est au fur et à mesure des discussions, ça s'est transformé en un bouquin, puis on n'a même pas su s'arrêter parce qu'au départ, c'était 300 pages et ça s'est fini en 700 pages donc Ah, c'est c'est un un pavé du vrai coup? C'est un ouais, gros c'est un pavé? pavé. Je crois que je l'ai là effectivement, il est assez Ah, c'est costaud, quoi le titre? Attends, Alors instant promo quand même, mais quel est le titre du un peu de livre? promo, ouais, donc le titre s'appelle «Les clés d'un logiciel SaaS durable». Alors durable, pas forcément au sens écologique du terme, Mmh. mais au sens, qui va durer dans le temps, qu'on va pas devoir refaire tous les 2 ans. Et le sous-titre est le plus intéressant, je pense, c'est «Aligner l'architecture, l'usine logicielle et l'organisation». L'usine logicielle, c'est quelque chose qui depuis très longtemps m'intéresse en fait, j'ai le pour mon premier cours que j'ai donné à l'école des mines de Douai, 3 ans après que je suis sorti, c'était, d'ailleurs sur l'usine logicielle, ça commençait à peine donc, OK, voilà pourquoi on se retrouve ça aujourd'hui. trop bien. Bah, voilà, ça nous fait un point commun, du coup, on aura écrit des livres tous les 2. Super et c'est assez rare de trouver des gens qui prennent le temps de Tu faire je ça. C'était tu l'as écrit quand le tien? Alors moi, j'ai Le écrit 2 livres sur Python, D'accord, le tout premier il y a 10 ans, en 2014 et le dernier est sorti, je crois, en 2017 et celui de 2014 est ressorti en 2019 pour avoir tout l'historique. d'accord. Donc j'ai réédité chez un éditeur. Donc ouais, c'était il y a longtemps, j'ai arrêté depuis. Ça prend beaucoup de temps. Python, c'était oui, ça prend beaucoup de temps. C'est un vrai, c'est un peu dur Et à moi, elle faisait gérer. pas 700 pages, je Ouais. pense qu'il faisait 200 et quelques, quoi. C'est déjà bien, tu vois? 200-700 pages, je pense que c'est bonne lecture de Mais on vacances, était quoi. 2 donc ça va. C'est vrai, C'est 350 chacun, ça va. c'est ça. C'est coupé labour. OK, fair enough. Et du coup, c'est quoi ton scope aujourd'hui chez Asys? Alors, tu t'occupes de ça va de où à où? Bah, Ouais, enfin, CTO, c'est large, quoi, donc ouais, tout à fait, ouais. Disons on a, 3 produits, principaux et donc je m'occupe ils ont chacune, 1 à 3 équipes de développement, donc ça fait, on est basé en feature team, assez classique, avec parfois un peu des plateformes teams quand il y a des choses un peu techniques. Donc ça doit faire à peu près, 6 équipes,
on doit être une trentaine OK. et après il y a une partie, plutôt ops où là qui est, composée à la fois de gens qui sont j'appelle ça des admins sys. C'est pas forcément très mais on devait faire la distinction avec nos admins sys, plutôt sur le on-premise. OK. Et les SRE qui sont plutôt classiques. D'ailleurs à ce propos, pour, expliquer le terme admin syssas, on cherchait, un peu la distinction. Quand j'explique la distinction, je dis souvent que les gens qui sont admin sys, sur l'on-prem chez nous sont comme des électriciens en fait qui travaillent sur, du 220 volts, qui sont capables de réparer une maison, donc en l'occurrence le on-premise chez le client et nos on-premise non, nos admin syssas en fait sont plutôt des électriciens qui interviennent sur du 20 000 volts et quand ils font sauter les plombs, en fait, ça fait sauter, tout le patelin, quoi. C'est un petit Ouais. peu ça le niveau de responsabilité C'est qu'on une bonne qu'il faut faire. analogie, ouais, je vois. Mais en termes de métier, ils font quand même la toute une admin 6, mais on dit pas DevOps maintenant, c'est ça? Ouais, alors en fait, on si, en fait, on distingue parce qu'il y a encore beaucoup d'opérations. On est sur un monolithe qui a évolué vers les microservices. Il y a toute la partie nouvelle qui a beaucoup d'automatisation et puis après on a encore des vieux middleware, qu'il faut, parfois gérer, manuellement et donc les SRE sont plutôt orientés automatisation et les admin/sys sont, enfin la dénomination qu'on entendait il y a encore, 10 ou 15 ans, quoi. Voilà OK. pour, sur cette partie-là, quoi. Ouais, donc ils travaillent encore un peu à l'ancienne, tu veux dire, sur certains aspects, de Voilà. par l'existant, quoi? Ils font parfois des batchs, mais ça ils font pas de Terraform, pas d'Ansible, ce genre de Ouais. choses, alors que les SRE sont, beaucoup branchés, sur la partie, automatisation de code et on a aussi également un ingénieur logiciel qui travaille sur un produit qu'on appelle Castle en interne qui fait qui fait la colle, en fait, avec l'ensemble des produits, nous permettant d'avoir une espèce de tour de contrôle, pour piloter, et avoir orchestré, en fait, l'ensemble des outils sur lesquels on intervient puisque, en fait, notre particularité, c'est, au sein d'Asys, mais qui est assez classique chez des éditeurs de logiciels, c'est qu'on a, beaucoup de tenants. On a plus de 1000, donc ça fait tout de suite, beaucoup de complexité. On peut pas la gérer, c'est difficile enfin, j'explique souvent qu'on peut pas se baser comme master data management sur les clés de configuration qui sont mis dans un outil, en fait. Parce que on va avoir, je sais pas moi, on n'a pas encore du Kubernetes, mais si on avait du Kubernetes, on aurait du Helm, puis on aurait encore d'autres choses sur l'observabilité et cetera. Donc en fait, on a fait le choix de d'abord, poser, les choses dans un outil web, collaboratif pour savoir, le patrimoine de toutes les applications, savoir où sont les backups, où sont les tels tenants et automatiser à travers cette plateforme web. Parce que ton existant, il date de combien de temps, en fait? Et en fait, la société est née en 1987 et il y a eu un rachat, de code source, enfin d'une application, qui était développée à Nantes. Mais en gros, on retrouve, enfin on a du code de 1987, oui, 90 quoi. 90, et on voit parfois encore du code source qui a parfois encore 20 ans, qui a pas été touché en fait, qui marche, hein, mais Ouais, ouais. et en fait, la stratégie qu'on a mis en place, c'est à Cegedim, on avait voulu tout refaire. Enfin, c'est pas de moi qui avait voulu tout refaire, avec Sylvain, on était en charge d'un projet de refonte de 12 à 13 millions de lignes de code de COBOL, assez Le mot est impressionnant. lâché, quoi, tu as dit Voilà, COBOL, quoi, c'est c'est ça, exactement. Ça fait pas rêver, mais le sujet était super sympa. Mais bon et là, on avait vraiment les moyens de nos ambitions. On avait mis 3000 jours sur uniquement la partie tooling, pour mettre en place, toute l'architecture des microservices. C'était l'objectif. Et là, chez Asys, on est dans une société on n'avait pas forcément les moyens de tout réécrire. Puis on avait, 30 ans d'âge, donc on a plus de 2 millions de lignes de code et au total 5 000 000, 4 millions dans tous les logiciels. Et donc le choix, ça a été de faire de l'innovation en venant, grappiller en fait le monolithe, petit à petit, quoi. OK. Heu bon, l'image, j'aime bien les images. Alors souvent quand j'explique aux gens, j'explique que c'est comme un kebab et puis, on va tirer, les microservices avec la raclette là, à la fin, il y aura plus que le trognon et puis celui-là, on pourra le jeter, quoi. Mais il OK. faut un peu de temps quand même. J'ai faim maintenant. Merci pour les analogies.
En plus, il est midi là, ça y est, Ouais. c'est l'heure, quoi. OK. Du coup, toi, tu me disais que vous avez changé aussi pas mal de enfin, de niveau, bah, déjà, peut-être la question, c'est, si on en vient un peu au sujet, méta de ce podcast, mais c'est le CI/CD, en fait, Ouais. enfin, j toi, quand tu as commencé, il y avait déjà des trucs? Parce que bon, si le projet date, de manière générale des années 80-90, bon, ça existait pas trop le CI/CD déjà à l'époque. Enfin, il y avait peut-être des gens qui avaient des buildbots ou ça pouvait s'appeler différemment à l'époque, parce que c'est quand même pas tout jeune le principe d'eux. Mais tu arrives, il y a quoi? Vous avez Ouais. ça évolue comment? Parce que ça me paraît tellement déjà, tu peux faire des COBOL des CI en COBOL, pardon? Alors, COBOL, c'était assez CGDIM, donc à CGDIM, c'était Oui, assez simple. En fait, on a laissé de côté et on a tout repris, vraiment même quasiment, c'était peut-être une erreur, mais sans discussion avec l'équipe. C'est une espèce de start-up, à l'intérieur de l'entreprise, donc finalement, il n'y a pas eu de trop de sujets. On est parti sur les technologies du moment, on a été très vite sur Kubernetes et cetera, donc bon, là-dessus, on a pris l'état de l'art. Au sein d'Asys, la différence, c'est que, quand je suis arrivé, même, 1 an avant, il y avait même pas de Git. On venait de migrer à un Git, donc c'est on est en quelle c'est année pas là? Attends, cite tout nous, hein, on parce est que en 2010, moi je suis arrivé en 2019. Je pense qu'en 2018, il y avait pas encore ils avaient pas encore fini la migration. Donc c'est vrai que il venait de d'où du coup, avant ah bah, de CVS, voilà, donc OK, CVS et les direct. Bah, oui, c'est ouais, tout à fait, ouais. Donc ça a été un bon, moi je l'ai pas connu ce chantier-là, mais après il y avait un embryon de Jenkins, mais bon, ouais, paramétré entièrement à la main, voilà, pas forcément, bien maîtrisé et donc l'idée ça a été de créer un 1er microservice parce que c'était pas forcément très connu et de tout de suite partir sur, du alors en Jenkins, ça s'appelle le Jenkins file, mais en gros un descripteur, et ce descripteur de le mettre dans un Git et de ne faire, d'y faire référence. Ce qui fait que tous nos microservices depuis, s'appuient sur, très peu de enfin très peu de c'est 2 lignes en fait de code, chez nous, pour faire un nouveau microservice et avoir son pipeline puisqu'ils sont entièrement, homogénéisés. Et le choix que j'ai pris parce que en fait, bon, je vais faire un petit aparté, mais on est très, orienté test, enfin moi je suis à part j'ai pris ça de CGD, on a tout fait en TDD, BDD et du Cucumber notamment et quand il s'agit de créer les pipelines, bah, moi aussi je me suis posé la question, finalement comment on teste? Alors il y avait des gens de Nantes d'ailleurs je crois qui avaient fait, quelque chose qui s'appelait Jenkins Unit ou quelque chose comme ça qui permettait de faire, des tests au sein de Jenkins, mais finalement j'ai pris le parti plutôt de faire un petit peu comme, en Cucumber plutôt du comportemental et on a, créé un petit produit, fictif, qui s'appelle le Pet Store, qui est décomposé en microservices, mais il y a rien dedans, spécial et en fait, c'est ce microservice dès qu'on fait un changement sur le pipeline, on le rebuild entièrement, on rebuild tous les microservices. Ça nous permet en fait de nous garantir on n'a pas cassé, une étape, en .NET, en Java ou en un autre langage puisque la particularité c'est qu'il y avait d il y a du multilangage en fait, il y avait plusieurs R&D quand je suis arrivé et en fait il y avait, OK. du .NET, du Java et cetera. Avec des bouts de produits ou des produits qui parce qu'ils se parlent entre eux ou? Alors, maintenant, il y a des bou maintenant le produit se parle entre eux un peu avec des approches de bus de messages. Mmh. On est sur, Oracle Cloud Infrastructure, donc c'est pas hyper connu, mais c'est plutôt robuste. D'accord, ils ont un bus de Voilà. messages sur je le connais pas du tout pour le coup, Ouais, mais Oracle, en fait, ils sont arrivés très tardivement, ils ont un peu raté, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils ont un peu raté le virage du cloud, en fait, ils ont laissé OK. ça, en fait, à Amazon, Azure et puis, Google et finalement ils sont revenus dans le match, vers 2019. Donc nous on avait on a une base de données Oracle et on a de l'adhérence là-dessus donc ça a été un choix, plutôt économique en fait. OK. Voilà, et petite, on a, donc ça c'était sur la CI, donc et sur la CD en fait on est parti sur du Docker, Compose parce que bon le gap il était, en termes de quand on arrive dans une équipe comme ça, il faut réussir à transformer en fait, les gens vers du DevOps. À une époque, même quand je suis arrivé, au début où j'arrivais, on envoyait des bouts de programme aux clients sans traçabilité, quoi. Donc c'était Ah ouais. enfin, on était vraiment assez loin
d'une usine classique et on avait très peu de SaaS également. C'était beaucoup de on-premise et un des premiers chantiers, ça a été de déployer, toutes les 2 semaines, en fait, notre logiciel sur tous les tenants et de mettre en place beaucoup de tests, à travers, on a utilisé Selenium, et un OK. framework au-dessus, voilà. Ah, c'est cool, ouais, ouais, donc c'est mis en place des tests, end-to-end, avec tout dedans, ça c'est cool, Mmh. c'est une bonne, et quand tu dis plusieurs, tenantes, du coup, vous avez c'est comment? C'est mutualisé, en termes de déploiement? Ça ressemble parce que tu parles de on-prem aussi, donc ça Ouais, entre tu as du SaaS ou c'est alors, mutualisé ou c'est on a les 2 en fait. On a du mutualisé, donc une stack, donc c'est plusieurs machines, ouais, enfin gère, plusieurs instances d'applications, et puis donc il y a pour répondant à pas mal de tenants et après on a aussi des stacks dédiés où là, l'ensemble de la machine, l'ensemble de la partie authentification, de base de données et cetera est propre au client en fait, voilà. OK. Bah, du coup, enfin, c'est quasiment la même chose, du coup, d'un point de vue logique. Oui, Ouais, tu oui, plus de c'est juste que tu partages pas les stacks finalement, c'est au ça, niveau, ouais. OK. Et tu déploies sur, c'est quoi? C'est des stacks au niveau cloud ou c'est du hardware derrière que tu as de Alors non, c'est de la virtualisation. Ça ressemble à de l'EC2, OK, de chez, mais je OK. l'EC2 de OCI et on a fait le choix qui est assez classique, hein, maintenant de mettre les bases de données en PaaS. Ça nous évite, pas mal de gestion, en fait, surtout que les bases de données Oracle, faut quand même s'y connaître pour, vraiment bien gérer. OK. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Du coup, ça, tu sous-traites, en fait, juste tu Mmh. fais le ouais, ce qui est pas plus mal au final, si tu veux pas t'embêter, OK, du coup, ouais, tu peux déployer, toutes les 2 semaines, tu disais? Vous avez Ouais, c'est ça. Alors on a et donc à travers l'outil là dont on a parlé qui s'appelle, Castle, on a vraiment déployé géré, vu qu'on n'est pas encore en multitenant sur l'ensemble notamment les monolithes, c'est très difficile à mettre en multitenant, hein, quand ça a pas été, prévu au départ. C'est très compliqué et oui. donc le choix ça a été en fait d'industrialiser, surtout de visualiser, et de progresser tous les sprints pour que, bientôt on soit sûr que tous les tenants soient à jour et donc on a une petite, interface graphique qui nous, permet de à la fois commander le fait de dire: «Bah, voilà, je veux qu'il soit mis à jour» et on a la restitution, avec une petite barre de progression sur un outil, qui nous restitue: «C'est bon, je suis à jour» et ça sécurise beaucoup le déploiement, quoi. OK, ouais, est-ce que votre but, c'est d'aller plus loin dans les fréquences de déploiement ou d'un point de vue business, c'est good enough et d'un point de vue tech aussi? Pour nous, pour l'instant, c'est suffisant, parce qu'on est les seuls, sur notre marché. Le marché, on est sur ce qu'on appelle la gestion des temps des activités. C'est assez confidentiel, c'est un morceau des SIRH et OK. aujourd'hui, on est parmi les meilleurs, je pense, sur la partie SaaS. Même la plupart de nos concurrents ne font payer les montées de version. Enfin, il y a du Ah, c'est pas de l'abonnement du coup, c'est limite, c'est encore Ouais, de la c'est ça, c'est de licence ou? l'hébergement, alors qui est dit SaaS, mais en fait, c'est dans les faits, c'est de l'on-premise qui a été posé, dans une architecture quoi, mais OK. sur un hébergeur quoi et donc déjà ça, c'est pas mal et on a toujours le problème de faire tourner nos end-to-end. Bah, c'est assez classique, ils sont volumineux. On a l'équivalent de 25 heures de tests, hem, manuels. Donc c'est, 600 ou 650, tests auto qui font, 3 à 4 minutes. J'ai pas fait le calcul, mais on doit être à peu près à cet ordre-là et donc ça, bon, bah, on a une ferme de Selenium et cetera, mais on n'a pas forcément la capacité à déployer, toutes les 3 minutes, quoi, un nouveau Ouais. oui. Ouais, parce que j'ai pas forcément expliqué quelque chose, c'est que, même en microservices, pourtant c'est recommandé justement pour les déployer indépendamment. Nous, on a fait le choix de toujours packager l'ensemble du monolithe plus les microservices et de tester l'ensemble, en fait. Et pas de se dire: «Tiens, je vais déployer, un petit microservice, Bah, indépendamment des autres», quoi. ouais, alors c'est un compromis qui est aussi pas déconnant dans le sens où, sur le papier, sur le principe, tu peux déployer un seul microservice et cetera, mais maintenant tu es jamais sûr et certain que tu as pas des régressions, des incompatibilités avec les autres. Ouais, Enfin, faut tester quoi dans tous les cas, parce que faut tester toute c'est la ça. stack pour être sûr parce que bon, c'est le problème des microservices, c'est que tu pars du principe que, bah, du coup, tu passes des contrats entre tes différents services sur, leur interface, comment ils vont communiquer entre eux et cetera, mais bon, tu es jamais à l'abri d'avoir un contrat qui est rompu ou une partie du contrat qui est pas documentée. Enfin, j'ai eu souvent ce genre de conversation avec des ingés où, on me dit: «Oui, mais c'est bon, on a du JSON schema, c'est bon, on valide tout, machin, on peut moquer le truc», mais
Ce que tu valides pas, c'est le comportement d'une API, par Mmh. exemple, et des effets de bord qu'elle peut avoir ou pas, et donc des bugs que tu peux introduire comme ça, et du coup des changements. Donc c'est pas évident. Ouais, je pense que la théorie fait que tu peux déployer ces microservices indépendamment, mais en pratique, c'est pas plus mal de tout tester et c'est difficile d'ailleurs. Si vous avez, du coup, vous avez fait plusieurs repos pour ces différents services, ou vous Ouais, avez... c'est ça en fait, ce que alors c'est le choix, un choix aussi structurant et peut-être un peu clivant, c'est que, du fait qu'on voulait avoir des librairies, un petit peu, homogènes pour gérer chaque typologie de microservice. Par exemple, un Spring Boot en Java, il y a un code qui fait la CI/CD. Un .NET 8, .NET Core 8, bah, il a sa propre, bibliothèque de CI/CD. En fait, l'idée, c'était de déclencher, en fait, une modification de logiciel, d'un morceau de repository, en fait, à un commit, on associe une pipeline. Et on voulait pas forcément gérer le fait de, dire: «Bah, tiens, si on modifie tel morceau de code, on va déclencher, tel morceau de pipeline» et cetera. En fait, c'est très homogène. Alors par contre, ce qu'on a fait au tout début, et ça nous a sauvés, c'est qu'on a été très strict, enfin, très, très strict sur, en fait, la convention de nommage. Tous nos repositories sont en 5 parties, avec le produit, le domaine, le sous-domaine, la OK. technologie, et on a un outil, en fait, qui nous descend tous nos repos, et ce qui fait que sur n'importe quel outil, machine de développeur, c'est toujours sur le même répertoire et organisé de la même façon, et tout le monde a toujours tout, en fait. Ce qui fait que on retrouve quelque part le fait d'avoir un multi, comme un monorepo, en fait, Ouais. et bon, après les outils de refactoring, de toute façon, transprojet, sur un monorepo, à part du grep ou enfin, en équivalent, ou du replace, on n'a pas forcément. Donc on a ce compromis-là qui est intéressant, et qui, pour moi, lorsque les gens font commit par, enfin, ça peut arriver, hein, les développeurs étaient pas forcément hyper habitués à Git, ils peuvent faire des bêtises. Bah, en fait, quand ils se trompent sur un repo, ou ils font un mauvais merge, ou enfin, ils bloquent pas tout le monde, quoi. Donc ça, c'est quand même, C'est cool. ce que j'allais demander, en fait, c'est comment tu gères, en fait, ton CI Mmh. intermodule, enfin intercomposant, c'est-à-dire, est-ce que tu en as un ou est-ce que chaque composant se teste individuellement, et est-ce que tu as Alors c un grand orchestrateur qui vérifie que tout fonctionne? Bah, du coup, c'est au déploiement, on disait, parce qu'à ce moment-là, finalement, si tu testes tout et que peut-être c'est là où tes tests end-to-end aussi interviennent, où ils sont sur tous les composants derrière. Mais comment tu c'est ça. organises tout ça, en fait, même au quotidien, du coup? Ouais, en fait, chaque microservice ou chaque artefact, chaque librairie, a son propre, donc cycle de vie, avec un versionning, Semver, classique sur trois chiffres. Et en fait, Castle justement, et notre outil vient, modéliser chaque produit en disant: «Ce produit, il est composé de X enfin, ce microservice, ce microservice, ce microservice». Et potentiellement, alors on l'a pas encore fait, mais pour la test end-to-end, de faire des grappes en disant: «Bah, voilà, cette grappe end-to-end, elle peut porter que sur tous ces 3 microservices, parce que ça fait un domaine, en fait». Et OK. d'essayer de statistiquement, entre guillemets, de se dire, bah, voilà, je peux catcher beaucoup de problèmes au moment des tests, unitaires, de la con enfin, du 1er niveau de microservice pour créer l'artefact, version, on appelle ça. Et après, il y a la création d'un produit, on appelle ça product version, qui là, lui, va être, en fait, mieux testé. C'est là où on va tester l'intégration. Et l'idée, c'est OK. d'avoir le feedback le plus rapide possible aux développeurs, quoi. OK. Ça, tu Voilà. le fais pas, d'accord, donc ça, tu le fais pas encore à ce Si, niveau-là? si, alors Tu le ça, fais, hein? non, ce qu'on fait pas encore, c'est des morceaux de produits, mais sinon OK, oui, tu on fais fait pas l'assemblage. l'optimisation de C'est ça, ciel c'est partiellement. l'optimisation. D'accord, ça c'est Mais pas... bon, et donc Castle, nous donne tous les produits, et après, bon, Castle est lui-même en microservice, donc il y a une partie produit qui, nous sécurise cette partie construction d'un package, hem, avec tous les composants. Et après, ce qui va se passer, c'est que cette partie-là va être envoyée côté, plutôt, déploiement. Et c'est là où par exemple, chaque microservice, on va scanner l'ensemble de ses clés de config. Si c'est, sur du Spring Boot, bah, il y a un application.yaml. Si c'est, Mmh. sur .NET, je sais plus, un settings, quelconque. Il va scanner l'ensemble de ces clés, et il va dire, au moment du déploiement, bah, voilà, il y a une nouvelle clé, et cette nouvelle clé, bah, il va falloir la renseigner sur les tenants, tous les tenants, avant de pouvoir déployer, ou ce genre de choses, quoi. Donc en fait, on est très assisté pour arriver à gérer cette complexité, qui est, la complexité, c'est, enfin, 20-30 microservices par produit, fois, des centaines de tenants, fois, plein de clés de conf, quoi. OK. Donc c'est ça qui... Ça fait une grosse matrice, voilà.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc du coup, Et ouais, pour les tests, en fait, tu les fais pas forcément, tu les fais plus tard. Donc c'est-à-dire que ta feedback loop pour les développeurs, ils peuvent très bien c'est détecter ça. des problèmes plus tard, une fois que le code est mergé, et cetera. Enfin, c'est un compromis après, C'est ça, c'est pas ouais. inacceptable, hein, mais bon, ça permet d'avoir aussi des développeurs qui vont assez vite. Mais du coup, la latence pour corriger des problèmes éventuels peut être un petit peu plus longue derrière, le temps que tu t'en rendes compte, derrière. Ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a des chantiers d'optimisation un peu partout à mener, on en a prévu. Mais voilà, on préfère avoir une boucle de 5 minutes pour se dire bon, et dans les faits, on a peu de choses, qui sont pas détectées, qui sont détectées très tard parce que les produits sont très gros. Donc statistiquement, là aussi, il y a peu de chances que enfin, ça arrive évidemment, mais je veux dire, au final, on les corrige en 1 heure ou 2 maximum à la fin du cycle et ça bloque pas les autres développeurs, en fait. OK. C'est Oui, ça va, c'est enfin 1 heure ou 2, c'est pas énorme. Et tu as de la QA en plus? Tu as des humains en plus qui testent ouais, maintenant ou c'est juste ouais, que ouais, ça, on a mis ça en Selenium is place. enough? Non, 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 Selenium, n'est pas enough, non, bah, parce qu'en fait, il y a un petit point de particularité, c'est que la GTA s'adresse à l'ensemble des collaborateurs. C'est un des logiciels B2B qui est le plus, communément, utilisé parce que, ça fait notamment la pause de congé et dans une société privée, à moins d'être, tout seul, ou enfin, très peu, mais en général, elle est prise en charge par un logiciel et donc en fait, ça nous fait quand même, au total, plus d'1,5 million d'utilisateurs réellement. Et OK. donc, on peut pas se permettre qu'il y ait, tout soit OK par Selenium et cetera, puis en fait qu'on s'aperçoive qu'il y a un énorme carré, bleu, évidemment c'est un peu débile, mais qui empêcherait de saisir ou qui ferait, bizarre sur la plateforme qui est réservée à pas mal de monde, quoi. Donc OK. on fait une dernière passe. Ouais, non, mais c'est logique. Après, je pense que tu jamais à 100 sûr. Ça reste acceptable, si tu fais des déploiements, enfin, de manière assez, régulière mais espacée aussi, quoi. Mmh. OK, OK. Sur les, comment sur là, vous avez fait pas mal de trucs du coup, découpage et compagnie, tu parlais d'optimisation. Il vous reste beaucoup de choses encore, à ton sens pour améliorer, vous êtes assez content de là où vous en êtes en fait au niveau CI dans vos différents, modules, sur je me dis que le monolithe il en reste du coup de ce que je comprends Oui, oui, il et reste encore. c'est encore à découper, c'est assez classique j'imagine mais En fait, il y a plein de sujets. En plus, c'est vraiment mon dada, donc c'est vrai que régulièrement, j'ai des nouvelles idées sur cette partie-là, mais on a un gros enjeu, en fait, de cartographie, puisqu'on a découpé les premières parties périphériques et puis, en fait, quand on arrive au centre du monolithe, c'est là qu'il faut, découper, on va dire, de façon chirurgicale et comme on est, en présence de milliers de fichiers, alors il y a un des produits notamment tout était à la racine. Donc il y avait il on pouvait même pas dire qu'il y avait des packages, quoi. Donc on ne sait même pas le volume de tel domaine. Est-ce que, par exemple, on a des badgeuses, combien ça représente chez nous le volume de code de badgeuses? On ne savait pas forcément. Et donc, on a, fait des petits outils pour classifier et cartographier en fait, l'ensemble du logiciel. Et après sur la partie, déploiement, l'idée en fait c'est vraiment d'assister, au maximum, nos équipes, pour, un exemple tout bête, mais on a des plages de maintenance pour upgrader nos stacks, parce que c'est important comme logiciel, mais on peut se permettre que, 1 heure, pendant 1 heure, à une date bien définie, il soit pas forcément disponible. Voilà, les gens sont hem, c'est disponible de 24 sur 24, mais 1 heure, 2 heures par tous les trimestres, on s'autorise des plages de maintenance et ça, tout ça, il faut le faire en conjonction avec nos clients parce que sinon après ils ont des tas de remontées clients, où ils disent: «Bah, ça ouais. marche pas» et cetera. Donc il faut qu'ils prévoient en interne et tout ça, en fait, on l'a codé pour que ce soit un parcours fluide, heu, où, nos calculs de SLA, on les capture depuis un certain nombre d'outils. Donc voilà, on a beaucoup de choses en interne et là, notre gros sujet, c'est de gérer, maintenant finement le multitenant, puisque la caractéristique, c'est quand on a du monotenant avec du multitenant, il faut réussir en fait sur des opérations toutes bêtes du style, enfin toutes bêtes, du style, j'ai 10 tenants, ou qui tournent sur une stack, je mets à jour vers la dernière version. Bon, bah, ça, c'est assez facile, en fait. Il suffit de migrer les parties enfin, les parties monolithes sur la dernière version et l'ensemble des microservices multitenants sur la dernière version. Mais lorsqu'on a quelque chose, hem, où, on a encore un ou 2 clients qui sont pas encore, réceptifs à ce qu'on mette à jour tout de suite, et qui préfèrent attendre, leur
qu'il y ait d'autres personnes qui aient testé entre guillemets, enfin d'autres clients. Bah, à ce moment-là, ça devient compliqué parce il faut potentiellement recréer une application avec l'ancienne version, bouger les tenants et tout ça, si on le faisait manuellement, ce serait très compliqué. Donc on automatise beaucoup ces parties-là, multitenantiser une application, la démultitenantiser, mais sans que ce soit vu du client. OK, et ça a un impact direct du coup en termes de CI pour vous ou pas vraiment? Parce que c'est vraiment Je plus côté application architecture du coup, si je comprends bien? Ouais, c'est beaucoup sur le déploiement, sur la partie CD. Ouais, Voilà, donc là, du coup, on a pris une approche GitOps parce que c'est tellement compliqué que le risque, c'est si c'est buggé, en fait, on le voit pas. Donc en fait, on a 2 étapes. On a une première étape qui consiste à faire l'action, et qui génère tous les fichiers de conf, Git. Alors là, c'est du Docker Compose, mais demain, ce sera, sans doute du Cube et après, bah, il y a l'application, le script qui va réellement appliquer. Donc on a quand même cette sécurité au cas où on a un bug dans le logiciel, d'aller pouvoir directement modifier le résultat et après de revenir sur le Git, et de dire: «Bah, maintenant je corrige le logiciel et je régénère les fichiers de configuration qui vont bien, quoi». OK, et OK, ouais, en fait, tu arrives quand même à faire évoluer, je trouve pas mal le système de manière générale, même si tu as beaucoup de trucs plus ou moins anciens, d'architecture et cetera. Tu arrives quand même petit à petit à incorporer, voilà, à bouger vers du cube par exemple, ce genre de choses quoi. C'est quand même C'est assez ça ça. prend du temps, c'est sûr, mais c'est quand même assez cool, et comment vous êtes organisé du coup en interne, d'un point de vue, enfin, c'est bête, mais CI/CD, tu parlais de sysadmin, de DevOps, et cetera. Mais genre la partie CI, du coup, c'est les devs qui s'en occupent à proprement parler? C'est comment c'est On dispatché, C'est ça en fait, on a, un fonctionnement, qui s'appelle en initiative. En gros, on a les user stories ou enfin le niveau issue et puis il y a des épiques et puis au-dessus en fait, lorsqu'on a un chantier suffisamment grand, on fait une initiative et à ce moment-là, c'est pris en charge par les développeurs qui vont améliorer une partie de la CI, la CI commune ou la CI spécifique pour, du Java, du .NET et cetera. Et donc il y a quand même une appropriation en fait, par l'ensemble des développeurs de cette partie-là. La CD, c'est plus compliqué parce que, c'est un peu plus complexe. Enfin, moi, ça me paraît un peu plus complexe pour que chacun puisse, y toucher, quoi. OK, ouais, du coup, c'est des gens plus dédiés, comme tu disais tout à l'heure, qui s'en occupent Ça, ouais. plus que les développeurs. Ouais, ouais, ça me paraît pas non plus, enfin, déconnant dans le sens où, tu as trop d'autres problématiques et que ça peut être plus, enfin, du coup, ça veut dire aussi que de ton point de vue, du coup, les développeurs font pas forcément le run de l'application à proprement parler et que ça la main se passe entre les 2 quoi. Ouais, alors on a de toute façon, un support en fait qui est, plutôt fonctionnel et puis après des mécanismes d'escalade technique, où l'avantage en ça, c'est qu'on peut récupérer, les logs et cetera. On a du Prometheus, du Grafana et du Loki, mais bon, je l'ai pas précisé, mais à 6, on est 200, donc ça commence à devenir une organisation, voilà, où il peut y avoir un peu de plus de latence que sur un SaaS où on est 10 ou 15 quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, et d'ailleurs, tu parlais de stack un peu technique, c'est quoi, du coup, le reste de votre stack? On en a pas parlé niveau, je sais pas, Git, c'est quoi, du GitHub, du GitLab, j'imagine? Ouais, alors on a fait, non, on a fait un ch alors c'est pas moi qui ai fait le choix, mais je le trouve, vraiment intéressant. On a utilisé, du Gitee, Gitea, comme le C'est vrai qu'on le en avait parlé. et en fait, Première personne que je connais utiliser ça, Gitty, comme le thé. c'est ça, comme le thé et le gros avantage, en fait, ça a été fait par un certain nombre d'acteurs dont des gens, enfin, comme, Digital Ocean, enfin, des acteurs de cloud qui veulent avoir une partie Git, mais qui veulent pas avoir le on va dire le fait que par exemple GitLab, c'est assez gros, il faut quand même des grosses machines. Là, c'est vraiment écrit en Go. Alors ça a été écrit avant, en je sais plus quel langage, mais enfin là, c'est écrit en Go et c'est très rapide et ça demande très peu de mémoire. Nous, on tourne sur du T3 Small en Amazon et ça marche très, très bien le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a du Swagger, nativement. Ils ont démarré avec, OpenAPI Swagger et ça nous permet du coup de le piloter et on envisage même de l'utiliser. On a des problématiques de paramétrage, parce qu'on est sur du progiciel. On va même, tout ça on l'explique aussi dans le livre. On veut même se servir de Git comme étant, le back-end, enfin l'espace de stockage, de nos gestions de branches de paramétrage, puisqu'en fait, le Ouais, paramétrage, c'est un peu du code et donc l'idée, bah, c'est de pas réinventer un gestion de source, ou de à nous, quoi. Donc OK. et
du fait qu'il est petit et multi-tenant parce que ça c'est un clone de GitHub, en fait, donc on peut gérer des organisations qui sont des tenants et cetera. Bah, ça va nous permettre de l'opérer, relativement facilement, sans avoir de gros coûts. OK. Du coup, ouais, Gitty et donc la partie CI aussi est fait par Gitty? Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, OK. Donc, ouais, tu automatises tout. Après, du coup, je connais pas. Je pense que beaucoup de gens ne connaîtront pas Gitty parce que c'est beaucoup moins populaire que Mmh. GitHub ou que GitLab. Et ouais, du coup, bah oui, le CI, c'est ça. Et donc, le reste de Warcraft, t'as besoin de pas grand-chose, parce que ça, j'imagine que tu peux tout faire avec la CI/CD que tu as intégrée, que tu peux C'est déployer ça, ouais. avec, etc., quoi. En fait, on pilote par exemple, on a mis bah, dans GitHub, c'est assez classique, hein, c'est même, ce qui est recommandé. Le workflow d'acceptation d'une modification est géré par l'acceptation d'une pull request et tout ça, bah, on le déclenche par notre outil, et on watch, est-ce que la pull request a été acceptée et cetera, quoi. OK. Ah, du coup, mais, est-ce que c'est pas un problème, sujet un petit peu connexe, mais, en termes de enfin, je connais pas, du coup, la plateforme de CI/CD, par exemple, mais, pour, enfin, c'est con, mais trouver des ressources ou trouver même des humains pour, gérer tout ça, vous avez des gens là-dedans qui sont auto-formés, j'imagine, parce que c'est dur de recruter des gens qui sont experts en Git TCI. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, en fait, le fait qu'il y ait les API Swagger et qu'ils écrivent dans leur langage de leur choix, en l'occurrence, c'est en Java, ça simplifie beaucoup de choses parce que les API sont vraiment très, très claires, en fait. Moi, je les trouve même plus claires que celles de GitHub. Donc ça se fait, relativement, facilement et comme on a très peu de tringlerie dans les logiciels, puisque le choix était de porter la complexité, beaucoup dans Castle qui est la partie web, parce que du coup, ça nous a permis de faire beaucoup de tests, en fait, dans cette application et donc la partie, réellement, de code, même dans Jenkins, on a peut-être 2000 lignes, 3000 lignes de Jenkins file, enfin de morceaux de Jenkins file et dans Gitty, on a très peu de code, en fait. Donc c'est vraiment, la clé, c'est que on peut tester 90 ou 95 de la CI sans avoir besoin des outils, en fait. Puisqu'il y a OK. Ça, pour le coup, c'est plutôt pratique, quoi. Ouais, c'est super pratique, ouais, parce que des fois, attendre la CI/CD pendant 4-5 minutes, s'apercevoir qu'on a fait une erreur, c'est toujours un peu Ouais, pénible. ouais, bah, tu vois, quand tu essaies de débugger des GitHub Actions, des trucs comme ça, c'est quand même Mmh, assez, pénible et il y a pas trop ouais. d'outils, c'est un problème de fond d'ailleurs que je pense que personne n'a vraiment résolu pour l'instant, mais, de débugger les CI de manière générale, c'est pas toujours évident et tu pas trop moyen de faire tourner les trucs en local non plus, donc tu peux pas débugger rapidement. Donc la feedback loop est souvent très longue et frustrante pour les devs et je sais pas, ouais, c'est pas idéal, quoi, donc, C'est ça qui a conduit au choix là de Castle et puis de ce fameux Pet Store dont je parlais, au début, c'est-à-dire de ce petit programme qui nous permet de voir rapidement si on a cassé des choses ou pas. Ouais, effectivement, c'est un bon move. Bah, écoute, on a fait un bon tour, j'ai l'impression, de toute votre infra en termes de CI/CD. Est-ce que tu penses qu'on a raté quelque chose, autour de tout ça dont on n'a pas parlé et qui vraiment il faudrait qu'on en parle? Non, 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 je pense que ça c'est un peu abstrait, hein, comme ça, mais je pense qu'on a fait le tour et que, voilà, ça a permis de voir, peut-être, une façon un peu, différente, de celle qu'on peut voir plus classiquement lorsque les développeurs peuvent démarrer, voilà, avec les outils, récents, quoi. Mmh. Sur qu'il faut. Mais ouais, enfin, vous avez quand même réussi à bouger dans le 21e siècle, tout ça, donc c'est plutôt cool. Puis vous avez encore pas mal de taf, mais Mmh. bonne direction de manière générale du projet, j'ai l'impression, donc félicitations. Merci, merci beaucoup. Et ben, merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé tout ça, c'était super intéressant et puis, Avec plaisir. au plaisir. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.